fourmis du cosmos, ce sont des petites créatures travailleuses qui accomplissent de grandes choses dans un vaste univers, le monde de l'entrepreneuriat. Entrée cosmique dans 3, 2, 1... Bonjour à toutes et tous. J'aime recevoir des entrepreneuses alignées dans mon podcast, car selon moi, nous sommes tous des fourmis, parfois isolées, pas souvent sur le devant de la scène, et perdus dans le cosmos de toutes les offres qui existent sur le marché, et aussi dans notre quotidien si dense et si challengeant. À la fois pour notre plus grand bonheur, et à la fois dans des facettes un peu plus difficiles, ces fameux hauts et bas des entrepreneurs solos. Je prends cet exemple de fourmis, car elles agissent en silence, avec une force et une détermination, arrivant à soulever plus de 10 fois leur poids, comme une force de travail immense, dans un cadre où personne ne se rend vraiment compte de l'ensemble de leurs efforts. Donc certes, je suis graphiste, mais également passionnée par les parcours d'entrepreneurs qui agissent dans l'ombre. Tout comme j'aime mettre en avant les projets de mes clients avec des logos uniques et authentiques, j'aime plonger dans l'univers de ces entrepreneurs qui ont tant à nous apprendre par leur flamme intérieure et leur résilience face aux difficultés. Aujourd'hui, je vous propose une rencontre avec Marine Desmond. Marine est accompagnante périnatale et parentale. Elle exerce à Dijon, en Côte d'Or, soit à environ 25 minutes de mon havre de paix, depuis lequel nous enregistrons aujourd'hui. J'ai fait appel à Marine dans le cadre de mon suivi post-accouchement, puisque j'ai une petite fille de maintenant 7 mois. J'étais épuisée après mon accouchement et j'avais l'impression à ce moment-là d'avoir fourni l'effort le plus intense de toute ma vie. Et puis que d'un coup, d'un seul, il fallait reprendre un quotidien et hop, on se remobilise. Sauf que le corps, lui, a vécu 40 marathons d'un coup. Il est dans une période de résilience, dans une période de « laisse-moi tranquille ». J'avais envie d'un massage, mais pas n'importe lequel. Un massage de quelqu'un qui sait par quoi mon corps est passé. Quelqu'un qui va prendre en compte l'effort que j'ai fourni pour donner les mouvements à mon corps dont il a besoin. Et en le vivant, avec Marine, une chose m'est apparue. Déjà, Marine était la bonne personne. Alignée, sincère, avec un grand cœur. Et la deuxième chose qui m'est apparue, c'est que j'ai vécu ce moment comme un rituel suspendu, un moment de gratitude et de reconnaissance à mon corps pour tous les efforts qu'il avait fournis. Marine, c'était les premières mains à se poser sur mon corps après mon accouchement et ça m'a fait un bien fou. J'ai trouvé dingue que son métier existe. Et quelques temps après, je lui ai proposé d'être invitée dans mon prochain épisode. Alors j'ai des questions pour toi Marine. J'ai hâte que tu nous parles de ta mission, de pourquoi tu exerces cette activité, de comment ça se passe pour toi, ton quotidien, tes bonheurs, tes difficultés. Donc déjà, Marine, est-ce que tu as envie de nous parler un petit peu de pourquoi ce métier? Est-ce qu'il y a eu un déclencheur? Est-ce que tu as commencé tout de suite ta carrière par ça? Bonjour à tous et toutes. Du coup, comme l'a dit Cathy, je suis accompagnante périnatale et parentale depuis bientôt 2 ans. Donc non, je n'ai pas commencé ma carrière par ce métier. J'ai eu plusieurs autres vies avant, mais j'ai toujours été passionnée par cet univers, par la maternité. Quand j'étais plus jeune, je voulais être sage-femme, donc voilà, il y a vraiment un lien. Et la vie a fait que finalement je me suis dirigée vers une école de commerce, donc voilà, rien à voir avec mon métier actuel. Et du coup, non, j'ai commencé ma carrière en travaillant dans le marketing et la communication pendant quelques années. J'ai eu une autre expérience entrepreneuriale donc qui a commencé en 2017, où j'avais un site de vente en ligne de cosmétiques naturels. Donc ça m'a beaucoup plu et j'ai fait cette activité jusqu'en environ 2022. Et puis après, j'ai repris un job salarié, mais finalement, il y avait quand même toujours un peu l'appel de me remettre à mon compte. Voilà, je pense qu'on en parlera un peu plus tard, mais il y a vraiment quelque chose qui me plaît dans ce côté de mener un projet, un peu mener ma barque, on va dire. Et puis le gros élément déclencheur, c'est quand même
l'arrivée de mon fils en 2020. Ça a été un gros chamboulement dans ma vie. Mon fils, en plus, il est arrivé dans une période un peu particulière. On était en plein confinement. C'était le premier confinement. Donc j'ai vécu la fin de ma grossesse confinée. Et mon accouchement aussi. Donc ça a été Sur le moment, je le savais pas, mais ça a été vraiment l'élément déclencheur de ma reconversion. Parce que devenir maman, c'est un chamboulement. Accoucher pendant un confinement, avec tout ce que ça a pu entraîner, ça a été vraiment un énorme chamboulement. Vraiment, j'emploie ce mot parce que je vois pas d'autre chose, mais ça a été vraiment très intense. Et donc, quand j'ai commencé ma reconversion, ma formation d'accompagnante périnatale et parentale, mon fils avait un peu plus de 3 ans. Donc il m'a quand même fallu un temps pour... Le fait que tu allais changer de vie. Oui, et puis pour retrouver aussi du temps pour faire ça, parce que on le sait toutes, devenir maman, c'est quand même intense et il faut de l'énergie aussi pour se lancer à son compte. Voilà, donc à peu près quand j'ai retrouvé des nuits quasi complètes, je me suis dit bon, allez, est-ce que je me redonne pas un petit challenge et est-ce que je recommence pas une formation? Et donc voilà. Donc en fait, ta réflexion, si je suis le fil, c'est un peu ça a été galère pour moi le passage de femme à maman, et du coup ça m'a tellement marqué, ça m'a tellement chamboulé un peu profondément que j'ai l'impression que je peux aider d'autres femmes qui vivent ce passage-là. Est-ce que c'est ça ta réflexion ou c'est autre chose? Oui, en fait je trouve, et toi tu l'as vécu il y a pas longtemps, donc tu vas peut-être me dire ce que t'en penses, mais je trouve qu'on est quand même plutôt bien accompagnés, énormément accompagnés pendant la grossesse, mais qu'après la naissance de notre enfant, bon, on a quelques rendez-vous par-ci par-là, mais sinon c'est quand même assez... on est quand même assez seul. Moi je me suis trouvée assez seule, et ce qui n'a pas aidé non plus, c'est que donc, si vous avez bien suivi, à l'époque j'étais déjà à mon compte sur une autre activité, et du coup je n'ai pas eu de congé mat, ni avant ni après. Okay. Donc, si c'était à refaire, clairement, je ne referais pas ça. Mais bon, sur le moment, c'était comme ça. Du coup, j'ai trouvé que c'était hyper dur, en fait, d'être sur les deux fronts. Et souvent, je donne cet exemple, mais en fait, quand je m'occupais de mon bébé, je culpabilisais de ne pas travailler. Et quand je travaillais, je culpabilisais de ne pas m'occuper de mon bébé. Et du coup, ça n'allait pas, en fait. C'était tout le temps... j'étais tout le temps un peu en bataille sur ces... Déjà, il y a une énorme culpabilité maternelle quand on devient maman, mais alors là, elle était fois 1000. Donc, vraiment, pourquoi j'ai choisi cette reconversion, c'était le côté, je trouve qu'on manque d'accompagnement, et j'ai vraiment envie d'accompagner en plus de tout le suivi médical. Parce que accompagnante périnatale et parentale, il n'y a rien de médical. On va plutôt parler, c'est plutôt un soutien physique, émotionnel. Je pourrais détailler un peu plus tard en quoi consiste ce métier pour ceux qui le découvrent. Mais du coup, ça vient vraiment compléter un suivi médical qui est quand même bien présent, mais sur un aspect plutôt de l'écoute, du soutien, comme l'a dit Cathy, du massage aussi pour... retrouver quelque chose avec son corps, etc. Et puis l'accompagnement périnatal, là on parle beaucoup de la période postpartum, mais ça peut aussi venir en amont pendant la grossesse. Avant l'accouchement. Ouais. Exactement. C'est vrai qu'on a tout un peu le même suivi, entre guillemets, même si c'est pas tout à fait vrai dans les campagnes, dans les villes, en fonction des professionnels. Je vois que même avec ma sœur qui a été enceinte en même temps que moi, notre sage-femme n'a pas été présente du tout de la même manière. Donc voilà, même les sages-femmes qui sont missionnées par la sécurité sociale, etc., proposent déjà même pas forcément les mêmes accompagnements. Et en plus, si on est tendance, je sais pas, même un peu anxieux, si on a tendance à avoir beaucoup besoin d'être rassuré, ou qu'on a une grossesse un peu compliquée d'un point de vue physique ou d'un point de vue, sur d'autres points de vue, ou familial, etc., on peut avoir des besoins en plus, en fait. Mais des fois, en tant que femme, on n'ose pas solliciter ça, parce que c'est un peu comme si c'était, je sais pas comment le dire, un peu honteux.
De se dire, toutes les autres femmes ont réussi avant nous. Et d'ailleurs, moi, on me l'a dit pendant ma grossesse. C'était après mon accouchement, pardon. Quand j'avais ma fille et que le premier mois, c'était compliqué parce qu'elle était intolérante aux protéines de lait, de vache, du coup, c'était un mois compliqué, enfin vraiment. Et j'avais croisé ma voisine qui m'avait dit est-ce que ça va ? Et là, j'avais fondu en larmes, comme je pense 99% des mamans, parce que ça arrive forcément au moins une fois. Et là, tu dis, elle dort pas, elle a mal tout le temps, enfin, etc. C'était un peu le bazar. Et du coup, elle m'avait dit, courage, on est toutes passées par là. Mais il y a un peu ce côté de maman louve, un peu, où on se dit que toutes les femmes l'ont fait, donc nous, des fois, on a plus de moyens, même actuellement, qu'avant. Elle me disait, avant, on n'avait même pas tout ça, enfin, t'es déjà beaucoup aidée, etc. Et du coup, c'est culpabilisant de se dire, avec toutes les aides qu'on a, mais je suis encore même pas assez solide pour moi-même gérer ça. Enfin... Parce que je pense qu'il y a aussi beaucoup de tabous autour de la maternité. Et alors, je trouve que ça... On en parle de plus en plus, là, tu viens de parler un peu des difficultés du postpartum, que... Voilà, c'est ok de pleurer, d'être fatigué, de parfois en avoir marre. Mais donc ça, on en parle, mais c'est quand même encore un peu discret, on va dire. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne dit pas. Moi, je peux le dire, j'étais pas du tout préparée à ce chamboulement. Alors que je lisais beaucoup, que ça soit même avant ma grossesse, vu que c'est vraiment un sujet qui m'intéressait et qui me passionne. Je lisais énormément, je m'informais beaucoup, mais j'étais à milieu de m'imaginer le chamboulement. Je dis toujours, en fait, nos bébés, ils arrivent, ils sont tout petits, mais ils prennent tellement de place. tellement. Du coup, donc non, ouais, je pense qu'il y a vraiment un tabou, et enfin vraiment beaucoup de tabous là-dessus, et que c'est important d'en parler. C'est important de dire que à chaque jeune maman, vous n'êtes pas seule, et avoir besoin de soutien et le verbaliser, c'est incroyable déjà. C'est vrai que quand tu es venue me voir après mon accouchement pour commencer à reprendre soin de mon corps et d'être dans une dynamique de gratitude par rapport à ça, je me suis vraiment dit waouh, là, cette personne-là, je vais peut-être la voir qu'une fois dans ma vie, mais le rôle qu'elle a eu, il est important, et je pense qu'elle s'en rendra jamais compte. Un peu comme, tu vois, les sages-femmes qui t'aident à accoucher. Moi, par exemple, il y a eu un moment, mais je pense qu'on le vit tous aussi. Tu sais, il y a un moment où tu gères tes contractions, tu te sens femme forte, etc. Et il y a un moment, en fait, tu peux plus. Enfin, tout simplement... ton corps, il lâche un peu, quoi. Et là, t'es obligé d'être dans une espèce de lâcher-prise. Et dans ces moments-là, il y a une grande vulnérabilité qu'on vit. Et du coup, à ce moment-là, il y a une sage-femme qui m'a fait un câlin et qui m'a regardé dans les yeux et qui m'a dit, écoute, je sais ce que tu vis, mais on va y arriver. Enfin, et tu vois, en fait, qui m'a dit des mots. Ça me donne encore les frissons là, parce que cette femme, je l'oublierai jamais. Je connais son prénom, etc. Je l'ai revue après l'accouchement pour la remercier. Et en fait, ça fait partie des gens que tu vas voir peut-être qu'une fois dans ta vie, mais qui sont vraiment importants, parce que t'es dans un espèce de moment de vulnérabilité, de bascule. Toi, je suppose que cette vulnérabilité au quotidien, tu dois la voir quand tu vas voir des femmes qui ont été fragilisées. Peut-être qu'elles le mettent pas en mots, mais tu dois ressentir des choses quand tu masses ou quand tu parles avec elles. Oui, parce que je peux... Chacune va exprimer sa maternité d'une façon différente, et parfois des personnes qui vont être plus sur la retenue, ou d'autres qui vont qui ont besoin de beaucoup parler. Mais à chaque fois, je mets vraiment un point d'honneur à écouter, mais une vraie écoute. Et c'est pour ça que ce métier d'accompagnante périnatale et parentale, en fait, il va vraiment se décomposer, je dis toujours, en plusieurs casquettes, avec une partie plus accompagnement autour de la grossesse, du postpartum, de la parentalité, une partie plus sur des ateliers parents-enfants, avec vraiment des outils concrets qui vont pouvoir aider au quotidien
du portage physiologique, des ateliers massage bébé, des ateliers bébé-signe pour pouvoir communiquer avec son bébé avant même l'acquisition de la parole. Et ensuite, une casquette plutôt sur le soin et bien-être, pour prendre soin avec des massages, l'utilisation du rebozo pour des resserrages de bassin. Mais ce qui va lier ces 3 casquettes, c'est vraiment l'écoute. Et en fait, je viens pas et je fais pas juste un massage. Je pense que Cathy pourra en parler, mais vraiment, on parle de ce qu'elles ont envie de me dire. Mais par exemple, si je viens en postpartum, on va parler de la fin de grossesse, de l'accouchement, des débuts avec bébé, peut-être des difficultés ou peut-être aussi les grands bonheurs. Mais on va vraiment tout balayer. Et ce que je trouve toujours très très chouette, c'est les retours après le soin qui sont quand même toujours incroyables. On me dit mais ça fait tellement du bien d'être écouté, vraiment écouté. C'est marrant parce que j'ai l'impression, dans ce qu'on a échangé avant de lancer l'enregistrement du podcast, et aussi un peu là, mais dans ce que je perçois de toi, c'est que des fois j'ai l'impression que tu te laisses surprendre par l'importance de ce que tu fais. Tu sais, comme si toi, tu te rendais pas compte à 100%. Enfin certes, tu sens peut-être que t'es la bonne personne pour être là à ce moment-là, tu as peut-être des intuitions comme ça, t'es formée pour, c'est ton métier maintenant. Mais je sais pas, comme si ça te dépassait un peu les retours que tu peux avoir. Ouais, bah c'est vrai que ça, je pense que c'est un peu un manque de confiance que je peux avoir en moi. Mais à chaque fois que j'ai des retours, que ça soit comme ça quand on discute, un message que je reçois, un avis laissé sur Google, quasi 2 ans après, ça me fait toujours le même effet. Je suis hyper touchée. Je peux souvent être émue aussi des échanges qu'on a. Je me dis mais le nombre de femmes que je rencontre et qui me font confiance, comme tu disais tout à l'heure, c'est vrai que quand on est enceinte ou en postpartum, on est tellement vulnérable et je me dis toujours. En plus, étant donné que je me déplace à domicile, il y a encore un côté hyper... je rentre vraiment dans vos cocons. Il y a un côté un peu intime et vous me laissez une place. Parfois, j'arrive et votre bébé, il a 1 semaine ou 2. Je suis dans les premières un peu à la rencontrer. Enfin, il y a quand même un côté hyper intime, et je trouve ça hyper émouvant. Et ouais, parfois, je peux avoir un peu du mal et parfois douter. Et me dire, est-ce que vraiment j'apporte quelque chose ? Est-ce que... Mais voilà, les retours... Les retours t'aident à comprendre la valeur de ce que tu fais. Bah oui. Je me souviens que pour moi, en fait, c'était une source de stress de me dire, mon bébé vient d'arriver, moi je sens que mon corps, il va falloir quand même que je le remobilise, ou en tout cas que je le remercie, ou qu'il se passe quelque chose de positif avant de pouvoir lui redemander des efforts à nouveau pour m'occuper de mon bébé, etc. Et je m'étais dit, mais comment je vais prendre soin de moi alors que c'est mon bébé qui a besoin qu'on prenne soin de lui ? Et c'était culpabilisant. Et heureusement que j'ai un mari en or qui m'a dit, mais écoute, fais ton soin. Et en fait, ça dure, je sais plus, 1h30 ou quelque chose comme ça. Fais ton rituel, 2 heures. C'est passé vite parce que c'était trop bien. Et en fait, fais ton soin et moi je gère le bébé en haut, va te mettre dans la pièce en bas et du coup tu auras ton moment à toi et c'est ok. Et je me dis, déjà il y a plein de gens qui peuvent pas peut-être déjà compter sur, je sais pas, leur partenaire parce que par exemple moi j'allaitais pas, enfin voilà, il y a pas eu de ces questions-là. Et en fait quand je t'en ai parlé, tu m'as dit mais en fait ton bébé, il y a pas de souci, on peut même le mettre avec nous. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, wow. En fait, c'était encore plus puissant. Parce que je me suis dit, mais oui, enfin, déjà, à la fois, la vie, maintenant, ça va être, tout le temps penser à son bébé. Enfin, à se dire, si moi, je prends du temps pour moi, qu'est-ce que j'en fais ? Est-ce qu'il peut venir ? Est-ce que, voilà, est-ce qu'il va pas déranger ? Et en fait, dire, non, enfin, et puis s'il pleure, on fait une petite pause, tu t'en occupes et tout. Et j'ai trouvé ça, waouh, tellement déculpabilisant. Parce que je dis toujours, pas de pression, parce que déjà je sais que ça peut être dur de prendre l'initiative, déjà rien que de penser que peut-être on peut s'octroyer ce moment, et j'ai pas du tout envie que
Bah voilà, se dire, mais du coup, il faut que quelqu'un garde mon bébé, et du coup, si j'allaite, c'est compliqué, ou même des fois, quand ils sont tout petits, ou même un peu plus grands, on n'a pas forcément envie de s'en séparer. Donc je dis toujours pas de pression, et si bébé, il a besoin d'être vers nous, avec grand plaisir. Et je suis devenue experte aussi en remettre une petite tétine si bébé pleure ou autre. Et puis ça m'est déjà arrivé, et je pense notamment à un soin qui m'a marquée, mais en fait c'est une future maman donc que j'ai massée pendant sa grossesse, et je suis revenue la voir après la naissance. Et au début, son bébé dormait dans son petit couffin, et puis après, elle s'est un petit peu agitée, donc je lui ai proposé de la prendre avec elle sur la table de massage, et en fait, elles se sont toutes les deux endormies, et j'ai trouvé l'image incroyable. Je ressens encore beaucoup d'émotions en parlant, parce que quelques semaines plus tôt, je massais cette femme avec son bébé encore dans son ventre, et là, en fait, j'avais l'image de les voir toutes les deux apaisée, et même cette maman en fait a été très émue de la scène. C'était magnifique, et du coup voilà, pas de pression, si bébé est là, on s'adapte toujours, si ça prend plus de temps que prévu, pas de souci, voilà, le but c'est vraiment que vous soyez le plus détendu possible finalement, et sans le stress, voilà. Le plus en paix, parce que des fois l'organisation du coup pourrait faire que oh non, si l'organisation me semble compliquée, je m'interdis de le faire. Bah surtout que on va pas se le cacher, quand on est en postpartum, on a envie un peu de se simplifier la vie. Donc c'est aussi pour ça que j'ai décidé de me déplacer à domicile. C'est pour éviter toute cette logistique qu'on peut ressentir en se disant oh là là, il va falloir que je prenne la voiture, que j'anticipe, et si ça tombe sur l'heure d'un biberon ou d'une tétée, enfin voilà. Donc là au moins je viens à domicile, et ça enlève quand même pas mal de logistique. Et puis surtout en fait des fois j'ai des jeunes mamans qui vont me dire oh bah du coup j'ai préféré confier bébé, que ça soit aux partenaires, aux grands-parents ou autres, et puis des fois des mamans qui préfèrent avoir bébé près d'elles, et tout est ok en fait. Tout est ok. C'est ça, c'est le fait de pouvoir vivre ce moment-là sans se mettre plus de pression, sans se dire il faut que je sois dans telle tenue, que j'ai pris une douche. Enfin, des fois, c'est un peu bête, hein, ces trucs de vraiment se dire oh mais là du coup ça va me rajouter des choses à faire, et du coup ça rajoute de la charge mentale plutôt, alors qu'en fait non. Juste des fois j'arrive, on me dit oh désolé, c'est un peu le bazar. Pas de souci. Moi, je suis pas là pour regarder si la vaisselle a été faite ou pas. Enfin, non. Et encore une fois, je le répète, mais je suis passée par là. Je sais que cette période, les journées, elles durent 24 heures, mais ça va à toute vitesse, c'est le mot. Mais du coup, moi, je suis curieuse, parce que ta mission, là, je l'ai bien. Enfin, j'ai eu les frissons, et je sens que ta mission, elle est claire, en fait, et je pense que vous l'entendrez, vous aussi, dans ce podcast. Mais je me pose une question plus concrète en fait, ta semaine, elle s'organise comment, et tu fais quoi par exemple, là, on a évoqué les massages, on a évoqué le côté avant l'accouchement, pendant la grossesse, après, quand les enfants commencent à être peut-être un peu plus grands pour avoir des moments de qualité, voilà. Mais du coup, toi, est-ce qu'il y a une activité dans toutes ces choses qui est plus prégnante? Est-ce que... Enfin, comment tu t'organises? Est-ce que tu as un rendez-vous le matin, l'après-midi? Enfin, tu vois, tout ce côté concret, je sais pas trop comment tu gères ça. Tous les lundis matins, je me bloque un peu ce créneau, et c'est un peu ma matinée, on va dire, administratif, où je vais faire des trucs pas hyper fun, mais de la compta, de la facturation, de la com. Ça, c'est plus mon domaine, donc je préfère. Et puis après, ma semaine, elle s'articule, donc en général, oui, on va dire un créneau matin, un ou deux créneaux l'après-midi, selon le type de rendez-vous, parce que, étant donné que je fais du domicile, il faut toujours que je compte un peu le temps de trajet, etc. Souvent, les rendez-vous, ça peut un petit peu dépasser en termes de timing, voilà, comme je disais tout à l'heure, s'il y a un biberon, une tétée, un changement de couche ou que sais-je. Donc, voilà, en général, ça se passe comme ça. Et puis
Et puis, dans cette semaine, j'essaye aussi de caler des moments pour communiquer sur les réseaux sociaux, etc. C'est quand même aussi important pour me faire connaître. Et sinon, en termes d'activité, je dirais qu'il y a quand même beaucoup de soins et beaucoup d'ateliers en collectif. Ça, c'est quelque chose que ça va faire bientôt 1 an que j'ai lancé les ateliers en collectif. J'ai d'abord commencé par mon café des futures et jeunes mamans, qui fêtera, là c'est 1 an dans quelques jours. Ça c'est vraiment quelque chose, j'avais trop envie de lancer ce concept. Je n'ai rien inventé, mais c'est juste que à l'époque sur Dijon, ça se faisait pas trop et c'est quelque chose que j'aurais beaucoup aimé avoir quand j'étais moi-même enceinte ou en postpartum. Donc le concept est assez simple au final. On se retrouve 1 fois par mois. On est une petite dizaine de mamans, qu'elles soient enceintes ou avec des bébés. On se retrouve dans un café à Dijon et déjà on se régale avec de bonnes pâtisseries et ensuite on parle de plein de sujets. Il n'y a pas de thème précis. On parle vraiment des difficultés du quotidien, des petits bonheurs, de la reprise du travail, de l'allaitement, du sommeil, de plein de choses. Et ça fait beaucoup de bien et j'ai de bons retours, de très très bons retours sur ce concept qui permet un peu de briser la solitude qu'on peut parfois ressentir quand on est en congé mat. Et du coup, les ateliers collectifs, c'est un peu la même chose, mais du coup avec un thème, par exemple atelier découverte massage bébé ou atelier bébé-si. Mais pareil, c'est des mamans qui peuvent se retrouver entre elles et des fois les bébés ont pas beaucoup d'écart, donc ça permet un peu de créer du lien. Et ça, le côté collectif, j'aime beaucoup. Je trouve ça vraiment hyper chouette. Oui, chacun peut apporter aux autres et il y a un côté qui... on s'isole un peu, mine de rien, au début de la parentalité et même peut-être après aussi, parce que mine de rien, nos vies elles sont chargées, on peut plus non plus voir autant de monde qu'avant, enfin on a déjà moins d'énergie à donner aux autres, on est plus un petit peu plus centré sur notre foyer et tout ça, même si on s'enterre pas non plus, on se terre pas non plus plutôt. Mais du coup, il y a ce côté se rouvrir aux autres et je trouve ça marrant parce que effectivement, rencontrer des personnes dans ce cadre-là, avec simplement le point commun d'être parents en même temps, je trouve ça assez fou de la puissance de la rencontre. Parce on se serait rencontrés avant, parfois on n'aurait aucun atome crochu, mais par contre là, il y a des vraies évidences sur toi ton enfant il fait ça, moi aussi, je me demandais pourquoi, puis toi est-ce que c'est ça pour toi, et en fait on pourrait parler des heures et ça fait tellement du bien, c'est tellement nourrissant. Et ça a créé vraiment de vrais échanges et je te rejoins sur le côté... Ça revient quand même assez souvent quand on devient parent. Oui, il y a un côté où on est plus fatigué, donc peut-être que notre vie sociale elle est quand même un peu moins importante. Et puis parfois le fait de devenir maman ou parent en général, si on a des amis qui sont pas encore parents, des fois ça peut créer pas forcément mais une petite distance on va dire au début. Donc là le fait de vraiment partager les mêmes choses et de se comprendre en fait, de savoir ce que c'est qu'une nuit hachée, c'est tout bête, mais... Parce que nos proches ont souvent oublié. En tout cas, je fais part de mon expérience à moi, mais ma mère qui me dit profite quand mon bébé a à peine 1 mois et qu'elle pleure toute la journée, qu'elle est mal, qu'elle n'arrive pas à faire de sieste parce que elle a ce fameux reflux RGO, etc., les protéines de lait qui passent pas, et toi t'as le bébé sans la notice, donc le temps que tu comprennes, que t'essayes des choses, c'est très très compliqué. Beaucoup de parents vivent ce genre de traversée du désert-là, plus ou moins longue. Après, on a de la chance ou pas à la loterie, entre guillemets, mais voilà. Mais du coup, avec les proches qui se profitent, etc., et qui des fois sont démunis face au fait que nous, ça se passe pas aussi bien qu'on l'avait prévu, au moins sur cette période-là, quelque part, ça peut être un soutien assez énorme de voir d'autres parents qui vivent les mêmes phases en même temps que nous, quoi. Enfin, en tout cas, pour ma part, dans les cours d'accouchement, de préparation à l'accouchement que j'avais fait avec ma sage-femme,
Du coup, j'avais rencontré une marine également, et qui était à 3 semaines près dans le même terme de grossesse que moi, et du coup, ça fait maintenant 7 mois qu'on se voit hors de tout ça, et qu'on se partage... en fait, on a créé nos propres balades poussettes ensemble, entre mamans, et c'est un espace aussi où on a pu justement ne pas penser à qu'est-ce qu'on va dire à nos proches pour essayer de montrer qu'on s'en sort, qu'on est une bonne maman et qu'en même temps on est un peu vulnérable. Enfin, moi je sais que la place de la vulnérabilité c'était compliqué par rapport à la famille, donc justement avoir ces espaces où on peut être vulnérable ensemble et se dire moi ça je m'y attendais pas, c'est galère. Ouais, je dis toujours, c'est vraiment... moi, j'ai à cœur d'ouvrir des espaces sans jugement, bienveillants, sans tabou, et juste où on peut dire les choses et les vraies choses. Tout simplement, ouais. Après, le fait que toi, tu sois maman et que tu sois entrepreneuse, la dernière fois quand tu étais venue, on en avait parlé, tu m'avais dit que c'était un plus pour toi parce qu'il y a un moment où, par exemple, quand ton fils il avait besoin de plus d'attention, que ce matin-là, tu sentais qu'il avait des petits yeux ou qu'il était un peu chafouin, qu'il y avait un petit truc qui l'embêtait, d'avoir cette liberté-là de se dire écoute, prends un peu sur toi aujourd'hui et demain, je prends une demi-journée et on passe vraiment du temps ensemble. Ça m'avait touchée quand tu m'avais parlé de ça, parce que je me dis que c'était vraiment un avantage, entre guillemets, d'être entrepreneur et de se dire, certes, il y a la compta, il y a tout, est-ce que je vais avoir assez de clients pour finir mon mois comme il faut, etc. Mais ça, c'est inestimable, quoi. J'en parle très souvent et on en a encore parlé avec mon conjoint début de semaine, donc c'est tout récent de dire que cette flexibilité, elle est incroyable. Et même si, comme tu dis, en étant à son compte, c'est pas tout beau tout rose et on peut aussi avoir beaucoup de pression. Le côté salarié, on sait que on a toujours le même salaire qui tombe à la fin du mois. Quand on est entrepreneur, c'est pas forcément le cas. Mais par contre, j'ai aucun regret sur le côté... de pouvoir... il y a des vacances scolaires, je peux prendre quelques jours pour être avec mon fils. Une sortie scolaire à l'école, je peux accompagner sans avoir à demander est-ce que je peux prendre ma journée. Ça c'est incroyable. Et je pense que mon fils commence parfois un peu à s'en rendre compte quand un truc tout bête, mais quand il va me dire moi je vais jamais au centre aéré. Voilà. Et donc ça, j'avoue, je trouve ça hyper chouette de pouvoir être flexible et de pouvoir aussi profiter de lui comme je le veux et comme il en a besoin aussi. Et surtout parce que ça passe vite et que j'ai envie d'en profiter le plus possible. Oui, c'est ça, quelque part. Est-ce que ça te permet d'être plus aligné avec toi-même? Tu vois, t'incarnes certaines valeurs. Je pense que quand tu vas chez les personnes, chez les mamans, enfin chez les parents, t'incarnes ces valeurs-là justement d'accueil de l'enfant tel qu'il est. Enfin, je veux dire, de pas juger et de vraiment faire en sorte d'être flexible, pour eux et qu'eux le soient avec leurs enfants, etc. Et du coup, toi, le fait de pouvoir le vivre aussi, tu ressens justement peut-être moins de décalage que si tu étais salarié avec des gros horaires et que du coup ton fils, tu pouvais peut-être moins être présente pour lui. Enfin, je sais pas trop ce que tu en penses. Ouais, après je pense que moi je dis toujours chacun fait comme il peut, comme il veut aussi. Mais voilà, c'est vrai que moi j'ai à cœur de pouvoir être présente et je l'ai moi-même vécu étant enfant. Moi, ma maman, elle s'est arrêtée de travailler quand je suis née. Et on était 3 enfants, je suis la dernière. Et le fait, qu'elle se soit occupée de nous, j'ai cet exemple aussi. Donc je pense que mine de rien, Mais en tout cas, je suis contente que mon activité m'offre assez de flexibilité pour pouvoir m'occuper de mon fils, même si je trouve que c'est pas toujours évident de trouver le bon équilibre entre vie pro, vie perso, vie de famille. C'est toujours... J'ai vu une émission, je crois que c'était les maternelles, ça doit être sur France 5,
où en fait il y avait une personne, donc ça parle vraiment beaucoup de parentalité, il y avait une personne qui disait: les mamans, arrêtez de vouloir réussir sur tous les fronts, arrêtez de vouloir réussir à tout prix votre vie professionnelle en étant parfaite là-dedans, votre vie de maman en étant parfaite là-dedans, votre vie sportive pour votre corps, de vouloir avoir le corps parfait dans vos exigences. Et en fait, ou dans votre couple, d'avoir encore cette exigence de perfection, alors que justement là, c'est un moment aussi où il n'y a pas l'énergie, il n'y a pas le temps en fait que tout soit parfait là-dessus, quoi. On est vraiment sur un espèce de lâcher prise à apprendre. Et ça, honnêtement, moi, je le trouve compliqué, ce truc de... Enfin, pour moi, peut-être que c'est la société qui nous dit d'être parfait sur tous ces plans, mais moi, je crois que c'est aussi moi-même où je me dis, tu vois, en tant qu'entrepreneuse... Avant la naissance de mon bébé, j'ai tellement œuvré en termes d'énergie, d'intensité, de moi, vraiment de mettre de moi dans mon entreprise, en me disant, ben voilà, c'est mon bébé, c'était mon bébé avant le bébé. Et du coup, c'est un peu bizarre, des fois, dès qu'il y a la naissance, de se dire, ouais, mais attends, mon entreprise, elle est peut-être un tout petit peu moins importante parce que je remets les curseurs, ben voilà, c'est le bébé quand même, c'est la famille, c'est tout ça qui est plus important, mais à la fois... je trouve toujours autant de sens dans mon activité et c'est un peu étrange ce truc-là. Je sais pas si les mamans t'en parlent ou si toi tu le vis aussi pareil. Ça, c'est quand même souvent, et d'ailleurs que des mamans soient salariées ou à leur compte, parce que même parfois en étant salariée, on peut adorer notre job, mais en fait... que ça soit très très dur de confier notre bébé à 2 mois et demi à une assistante maternelle ou à une crèche pour reprendre le chemin du travail. Enfin, ça, c'est un sujet qui revient tout le temps, qui revient vraiment tout le temps. Et de trouver l'équilibre. Et tu disais que tu avais un peu du mal à le trouver, mais je veux juste te rappeler que ton bébé a 7 mois et que on met du temps à le trouver. Je pourrais pas forcément dire à partir de quand j'ai retrouvé... Et encore, je suis même pas sûre d'avoir trouvé l'équilibre. Non, je suis même pas sûre de l'avoir trouvé. Mais on va dire un semblant d'équilibre, il faut quelque temps. En tout cas, moi, il m'a fallu du temps. Et il y a aussi ce truc, c'est vrai que je parle de mon expérience parce que c'est ce que je connais, mais il y a aussi ce truc où on m'avait beaucoup dit, tu vas voir, t'auras l'impression que ça va te déchirer d'amener pour la première fois ton bébé à la nounou ou à la crèche, que c'est trop tôt, les femmes on reprend trop tôt le boulot, surtout en France, parce qu'il y a plein de modèles dans les pays nordiques où ils ont vraiment plus de temps, où ils reprennent le boulot quand ils veulent, etc. Et moi je m'étais dit, je m'étais un peu préparée à ça, même si on peut pas vraiment se préparer, et j'étais choquée de ce que j'ai vraiment ressenti en termes d'honnêteté envers moi-même, c'est qu'en fait au bout de 2 semaines que mon bébé était né, j'avais hâte de reprendre le boulot. Et c'est hyper culpabilisant. Et on se dit, mince, je dois pas être normale, je dois pas l'aimer assez. Et bon, je peux vous dire que je l'aime assez comme toutes les mamans du monde aiment leur bébé. Et en fait, c'est bizarre ce truc de... Mais j'étais pas prête dans mon corps, dans mon esprit et tout. Mais en tout cas, j'avais ce manque parce que... Il y a un côté où s'occuper d'un nouveau-né, c'est assez s'occuper de ses besoins primaires, donner des biberons, le contenir dans les pleurs, enfin voilà, c'est toutes ces petites choses-là, gérer les siestes, etc. Quand il y en a. Et en fait, moi, mon métier est très intellectuel, très challengeant sur le point de vue des idées. En fait, mon cerveau était sous-exploité de ce point de vue-là, dans l'intelligence qui percute, tu vois, dans tout ça. Et du coup, simplement petit partage d'expérience. Non, mais je pense que c'est quand même assez commun. On en revient encore un peu à ce côté tabou. On n'en parle pas parce que ça peut être tabou de dire que parfois on est soulagé le matin de déposer notre bébé à sa nounou ou dans sa crèche pour... oui, comme tu dis, avoir d'autres stimulations. Et ça, c'est un sujet dont on parle beaucoup lors des cafés entre futures et jeunes mamans. Rien que le fait de parler à d'autres adultes dans la journée. Des mamans qui sont parfois en congé mat, quand le partenaire travaille, quand on n'a pas forcément de choses prévues. Des fois, ça peut être un peu long. Une journée sans... Je pense l'humain est un être social, hein, donc dans tous les cas, ça fait profondément du bien de parler à des gens qui savent de quoi on parle et que c'est frais pour eux, quoi. Que voilà, nos parents, eux, ça fait longtemps qu'ils sont plus dans le game
en termes de nouveau-nés, ils peuvent encore avoir plein de choses assez fraîches sur l'éducation, etc. Mais des fois, les références, c'est quand on est un peu plus vieux, ils ont un peu oublié des fois le... Ouais, puis des fois, on peut se dire que le cerveau est bien fait et que du coup, il oublie un peu le côté négatif, je sais pas. C'est possible, c'est possible. J'ai une petite question en termes de déformation professionnelle, vu que je suis graphiste. J'ai vu que tu avais une identité visuelle, en tout cas un logo, une identité visuelle. Tu as un univers très doux. Et en fait, quand j'étais allée regarder ton site internet, voilà, quand je connaissais pas ton métier, mais que j'avais tapé massage postpartum sur Google et que je t'avais trouvé, j'avais trouvé ça chouette, même le bon cadeau. Avec, il y avait plein de petits points. Enfin, je l'ai encore en tête alors que ça fait 7 mois. Mais bon, peut-être des formations professionnelles, je sais pas. Mais en tout cas, je me demandais si tu avais fait appel à quelqu'un, si tu l'as fait toute seule. Et en dernier, si tu penses que ça peut avoir un impact aussi, l'image que tu renvoies sur le fait que les femmes vont peut-être te faire confiance plus facilement ou pas. Alors ça, je pense que c'est un peu... ça vient peut-être de mon ancienne vie pro. Vu que je travaillais dans le marketing et la com, c'est vrai que j'ai toujours accordé beaucoup d'importance à l'image, etc. Et je savais en créant cette activité que je voulais une identité visuelle. Donc oui, j'ai été accompagnée par une graphiste que je connais maintenant depuis très longtemps et qui avait déjà travaillé sur l'identité visuelle de mon ancienne activité. Donc en fait, quand je me suis lancée, là, quand j'ai eu le projet, directement, je l'ai contactée. Et franchement, maintenant, elle me connaît plutôt bien, donc je lui ai envoyé un petit mood board, mais elle a tout de suite un peu capté l'idée. Et je pense que souvent, ce qui ressort dans les avis, que ce soit sur Google ou autre, on va souvent dire que je suis douce, bienveillante et à l'écoute. Et en fait, je trouve que mon identité visuelle, elle symbolise un peu tout ça, le côté. Et j'ai même parfois des gens qui vont me dire on a vu votre site et en fait ça nous a donné envie. Donc je suis contente, je sais que c'est important le côté image, ce qu'on renvoie, que ce soit sur le site internet ou sur les réseaux. Et ça, je pense que du coup c'est chouette d'avoir mon ancienne vie pro qui me permet d'un peu plus comprendre les codes d'internet, des réseaux sociaux, voilà. C'est vrai que mon radar a repéré ça. Et c'est vrai que j'accompagne souvent des entrepreneurs qui ont une mission forte comme la tienne, à qui ça tient aux tripes, quoi, parce qu'il y a une partie de ton histoire personnelle qui a fait déclencheur sur ton métier actuel. Et du coup, parfois, je dois expliquer ça, en fait, aux entrepreneurs, ce côté... Mais vous pouvez être super dans votre domaine, vous pouvez communiquer et tout, mais si votre communication elle n'est pas 100% alignée avec ce que vous allez prodiguer comme soins, comme présence, etc. à vos clients, il y aura une dissonance et quelque part ça peut un peu, je vais pas dire que ça va nuire à l'activité, mais ça peut ralentir le développement. Parce que souvent on se dit que c'est peut-être pas la peine de payer le prix fort pour ça parce qu'on est micro-entrepreneur, parce qu'on sait qu'on va pas non plus encaisser des mille et des cents, surtout quand on est dans l'humain et qu'on a une mission forte. Et moi, voilà, je trouvais intéressant d'en parler avec toi parce que même toi qui as fait du marketing et de la com, en plus tu l'as même pas fait toi-même. Enfin, je ne savais même pas quelle serait ta réponse quand j'ai posé la question, mais tu l'as pas fait toi-même et tu as quand même investi dans cette personne de confiance que tu as dans ton réseau. Et je trouve ça assez inspirant. En tout cas, laissez-vous inspirer par ça, parce que ta réussite entrepreneuriale, je pense que c'est un tout, et que ça fait aussi partie du tout. Et vraiment, que je porte aussi. Pour être honnête avec toi, ça a été une de mes premières dépenses. Quand j'ai vraiment commencé j'avais commencé déjà ma formation, etc. Mais je savais que il allait falloir que je commence à communiquer. Et donc, mais je suis d'accord avec toi que souvent, on peut se dire que c'est pas la priorité. On peut se dire qu'on a le temps et je pense qu'il y a plein de personnes qui bidouillent un logo vite fait et une identité visuelle, mais
Non, moi j'avais besoin d'un truc cadré, mais bon, en règle générale, j'aime bien quand même les choses assez cadrées, et je sais que c'est important, là, par exemple sur les réseaux, quand on regarde un peu mon compte, il y a un univers, et je trouve que ça permet vraiment peut-être de se projeter, de s'imaginer, voilà. En tout cas, Marine, je pense qu'on aurait pu prolonger pendant un moment sur tous ces sujets qui sont passionnants et je pense qu'ils sont assez partagés par plein de gens, parce que quand on devient parent, même par les papas, comment on retrouve un peu un équilibre, etc. Enfin, on a beaucoup parlé des mamans, mais on n'oublie pas les papas. On n'oublie pas les papas, gros clin d'œil à eux. Mais en tout cas, voilà, ton vécu, il reflète, je pense, quelque part ce que l'on vit toutes dans nos envies, nos challenges professionnels et personnels, dans nos manières d'avancer. En tout cas, pour moi, je trouve que tu as une vraie mission, que tu incarnes avec beaucoup de sincérité. Et c'est pour moi gage d'un grand cœur. Et c'est d'ailleurs pour ça que je t'ai proposé ce podcast, parce que j'avais envie de te revoir et d'évoquer ces sujets-là avec toi et d'avoir cette conversation, presque enregistrée ou pas, mais c'est presque un peu comme une excuse, tu sais, de se dire on fait un podcast, mais à la fois je sentais que ça allait être super intéressant. Donc en tout cas, je te souhaite une belle continuation dans ton aventure entrepreneuriale, et bien sûr, je vais continuer à recommander tes soins pour les mamans en devenir que je connais. Et je te remercie, Marine. Merci beaucoup, Cathy, pour ton accueil. Et voilà, mille merci à toi de permettre à tous ces entrepreneurs de pouvoir s'exprimer. Et c'est très très chouette. Et je suis ravie d'avoir participé à ton podcast. Merci pour tout. Merci à vous, et je vous souhaite une belle journée. Je vous souhaite d'avoir apprécié ce podcast, et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode avec notre prochaine invitée. Les fourmis du cosmos, ce sont des petites créatures travailleuses qui accomplissent de grandes choses dans un vaste univers, le monde de l'entrepreneuriat. Entrée cosmique dans 3, 2,